Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Monsieur Jean-Yves Leconte pour le groupe socialiste, écologiste et républicain pour 6 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, Madame la Présidente, mes chers collègues, lors de l'examen du texte, l'orateur du groupe socialiste, Marie-Pierre de La Gontrie, avait évoqué un texte en trompe-l'œil qui témoignait d'une volonté d'annoncer la fin de l'état d'urgence sanitaire tout en préservant au gouvernement des prérogatives exorbitantes du droit commun en matière de restriction de circulation, d'interdiction de rassemblement ou d'événements, de fermeture d'activités ou d'établissements. La seule chose finalement que le gouvernement n'est pas autorisé à faire par ce texte, c'est d'imposer un confinement complet, mais ceci, il peut le faire par décret. Le débat Assemblée nationale-Sénat s'est donc conclu par un accord où la majorité sénatoriale a dû renoncer à plusieurs garanties votées la semaine dernière par le Sénat pour aboutir à un accord. Mais c'est vrai que c'est ça le compromis. Malheureusement, la majorité sénatoriale a souvent lâché sur des amendements du groupe socialiste qui avaient été adoptés ici. Si la situation en France et en Europe apparaît plus favorable aujourd'hui, avec une vaccination qui offre des perspectives optimistes, même s'il y a des foyers de reprise, la pandémie frappe encore très durement dans le monde et plusieurs pays sont aujourd'hui tragiquement touchés. Nous ne pouvons pas totalement donc baisser la garde et dire que nous en sommes sortis. C'est la raison pour laquelle le débat sur le pass sanitaire est indispensable. On ne peut pas juste dire que c'est le choix entre le pass et la liberté, ou pas de pass et la liberté. On sait bien que s'il n'y a pas de pass, il y aura des risques et on risque de ne pas retrouver une vie normale. Donc finalement, le pass bien encadré a été le choix du groupe socialiste. Mais nous devons constater que cet encadrement strict, il n'est pas totalement dans ce texte. Nous avons été vigilants sur la protection des données, nous avons été vigilants sur l'usage du pass, mais nous devons constater que l'ensemble des recommandations de la CNIL n'ont pas été prises en compte dans ce texte, comme pourtant la CNIL indiquait que si elle prenait acte que le gouvernement avait apporté des précisions sur la nature des lieux, des établissements, des événements qui seraient concernés précisément par la possibilité d'utiliser le pass et que ceci serait défini par la voie réglementaire, la CNIL suggérait toutefois que, d'une part, la jauge, le seuil de fréquentation minimal, au-delà duquel le pass sanitaire pourrait être utilisé, et les types d'établissements soient encadrés par la voie législative. Ceci n'a pas été pris en compte. Et c'est une des raisons majeures de notre refus de ce texte. Le débat parlementaire n'a pas montré à ce stade aussi la volonté du gouvernement de reconnaître les certificats de vaccination ou de rétablissement établis à l'étranger. Si l'on peut considérer que le règlement européen sur le certificat vert numérique cadre cette reconnaissance pour les documents européens, nous n'avons rien au-delà. Au contraire, le débat a montré que le gouvernement n'envisageait pas une reconnaissance systématique. Et ceci a été sacrifié, alors que ça avait été adopté au Sénat, sacrifié sur l'autel de l'accord avec l'Assemblée nationale. Deuxièmement, il semble que le gouvernement, et ça a été indiqué lors de débats au Sénat, que le gouvernement envisage de poser des conditions plus strictes à l'entrée que les simples conditions qui sont posées dans le certificat numérique européen. Alors, est-ce que ça veut dire que lorsqu'on arrivera d'un pays de l'Union européenne, ce sera le certificat vert numérique, et hors de l'Union, il y aura des restrictions en plus ? Mais alors, il faudra au moins coordonner ça au niveau de l'Union européenne, parce que sinon, ce ne sera pas effectif, et ce ne seront que des mesures destinées à l'opinion, pas des mesures sanitaires, mais des mesures politiques. Ainsi, par exemple, hier, le gouvernement pose une quarantaine en provenance du Royaume-Uni, alors que la situation est plus favorable au Royaume-Uni qu'en France. Alors, on comprend bien, il y a la question du variant indien. Mais nous savons que ces mesures, pour avoir une utilité, il faut qu'elles soient coordonnées au niveau européen. Si nous négocions des convergences sur un certain nombre de sujets et qu'en même temps nous prenons des initiatives divergentes, à quoi ça sert ? Quelle est l'efficacité ? On se le demande. Enfin, comme sénateur des Français établis hors de France, je ne saurais prendre la parole sur ce texte sans évoquer l'article 12. Il a été ajouté par voie d'amendement par le gouvernement. L'article 12 a été réécrit par notre rapporteur au Sénat pour avoir une plus grande robustesse juridique que le texte improvisé par le gouvernement. L'amendement initial du gouvernement ouvrait une possibilité de report pour des opérations électorales, alors que la campagne officielle était déjà démarrée et que nous connaissions depuis plus de 2 mois les problèmes qui se posaient.
Deuxièmement, les opérations électorales par Internet sont aujourd'hui closes et le texte ouvrant la possibilité de reporter les élections n'est toujours pas adopté. Enfin, si la loi est déférée devant le Conseil constitutionnel, ce qui semblerait, elle pourrait ne pas être promulguée avant même que les mandats des conseillers des Français de l'étranger ne se terminent. Comment alors proroger des mandats qui seraient déjà terminés ? Enfin, l'objectif de nature constitutionnelle et d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi me semble assez perturbé par certaines dispositions relatives à l'Assemblée des Français de l'étranger, à son renouvellement et à la prorogation des mandats actuels, tellement ces dispositions sont peu lisibles dans le texte. Il faut lire les commentaires d'articles dans le rapport de notre rapporteur pour comprendre que les mandats seront prorogés jusqu'à la tenue des élections consulaires reportées et que le renouvellement aura bien lieu dans sa totalité dans le mois qui suivra la dernière élection partielle qui aura dû se tenir. Nous savons maintenant que ce report concerne Madagascar, la circonscription de Madagascar et les 2 circonscriptions d'Inde, sauf surprise d'ici dimanche. Elles auront donc, et ces élections devront se tenir après les élections sénatoriales de septembre. À ce sujet, monsieur le ministre, j'attire votre attention sur un point de nature réglementaire. Le report des élections à l'Assemblée des Français de l'étranger pose une question de report de l'élection par l'Assemblée des Français de l'étranger du conseil d'administration de la Caisse des Français de l'étranger. C'est une question de nature réglementaire, mais qui doit être traitée assez rapidement dès lors que nous savons qu'il faut... Et il faut conclure. Je m'approche de mon point de conclusion. Voilà, donc la question de la caisse, du renouvellement de la Caisse des Français de l'étranger n'est pas traitée, c'est logique, c'est du réglementaire, mais il faut y penser maintenant. Vous l'avez compris, pour toutes ces raisons, Monsieur le Président, je conclus. Le groupe socialiste, qui s'était déjà abstenu, qui s'était déjà exprimé contre ce texte la semaine dernière, ne saurait adopter un texte qui a supprimé un certain nombre des amendements qu'il avait défendus il y a quelques jours. Très et par bien. conséquent, nous nous opposerons à ce texte. Eh bien voilà. La parole est maintenant...